Bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes comme d'habitude sur Canal Algérie et bien entendu vous êtes dans l'émission Bonjour d'Algérie et comme chaque jeudi, je suis là pour vous accompagner pendant 1 heure et demie. Et nous sommes le 8 juin 2023 et nous célébrons aujourd'hui la journée nationale de l'artiste. Une journée qui commémore l'assassinat sauvage et barbare par les forces d'occupation de l'artiste Ali Maachi, tombé le 8 juin 1958. Hommage à tous nos martyrs. Et voilà, donc pour aujourd'hui, nous parlerons beaucoup d'art puisque c'est la journée nationale de l'artiste. Nous commencerons d'abord donc dans notre petite escapade pendant 1 heure et demie. Nous recevrons Feriel Kaidi, donc, qui est présidente de l'association El Afaq El Jamil. Elle nous parlera donc de son action qu'ils ont préparée pour les jours à venir et en fait c'est pour les bacheliers. On découvrira ensemble tout ce qu'ils sont en train de préparer pour les futurs candidats du bac. Nous parlerons aussi de pollution en recevant Malek Djennen. Lui, en fait, il est membre de la fondation Probium, il nous parlera des déchets, du plastique et de la protection du littoral. Nous continuerons donc avec Fatma Zohra Nemous, elle qui est la directrice de l'Opéra d'Alger. Elle nous parlera donc du spectacle qui s'est déroulé hier et aujourd'hui. Elle nous donnera un peu plus de détails. Et nous recevrons aussi donc Monsaf Guetta, un artiste algérien connu donc sur la scène nationale et internationale. Il viendra nous parler donc de sa dernière exposition qui s'est déroulée à la galerie El Zouar. Et nous finirons en musique, donc avec deux grands noms de la musique algérienne, donc le maître Abdelmajid Boumaza et son élève Sami Zerieb. Ils seront là donc pour nous parler du concert de ce soir. Voilà, j'espère que le programme sera à votre goût. Il a été préparé par Marie Akek et nous démarrons donc notre émission, bien entendu, toujours par les nouvelles du ciel avec Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Mina, bonjour. Bonjour Maliem, bonjour à tous. Bonjour, comment vas-tu? Ça va? Bien? Ça va, oui, oui, oui. Alors dis-nous, c'est quoi le temps? Franchement, c'est un temps vraiment assez spécial. Hein? Très spécial, beaucoup d'humidité. Pour effectivement, oui. Beaucoup d'humidité. Donc retour des pluies, toujours sur les régions nord, notamment sur la partie centre. Des pluies un peu plus importantes. Elles seront parfois sous forme d'averses. Des averses accompagnées d'orages sur les régions intérieures et les aurès. On notera de fréquents soulèvements de sable d'ailleurs vers l'intérieur ouest et centre. Sur la partie sud, beaucoup de soleil. Sur le Nord Sahara ou encore le Sahara central, un ciel partiellement voilé avec quelques orages isolés sur le Hogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord des températures en hausse. On notera jusqu'à 34 degrés à Rilizen, Chlef, 26 degrés du côté d'Alger, 30 degrés à Tlemcen, 31 degrés à Tizi Ouzou, 30 Constantine, Sétif, Betna, on notera 38 degrés. À Ghardaya et Besha, 35 à Tindouf, 44 degrés à Adara, 42 à Insalah et enfin 44 degrés à Borj Badji Moukhtar et Ingazam. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer peu agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 20 et 40 km/h à l'ouest et au centre et entre 10 et 20 km/h vers les côtes est. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Merci Mina. Merci. Donc on n'a rien à faire, ni prendre ni de parapluie, ni absolument rien. Bon, c'est juste de petites, quelques petites gouttes. Quelques petites pluies, pas beaucoup Ouais. par rapport à la semaine dernière. Oh, ça va, parce que c'est ce que disaient ce matin les gens. On prend le parapluie, on le prend pas, bof. Je sais pas. En mois de juin, ça m'étonnerait. Au mois de juin, il vaut mieux pas peut-être. Bon, par précaution, on va dire. Vaut mieux en fait, il ne pleut pas vraiment. Ce n'est pas comme les jours qui sont passés. C'est vrai qu'il y a eu de... Aujourd'hui, non. Ouais, très bien. Pas très aujourd'hui. bien. Eh bien, écoute, Mina, moi, je te propose de commencer notre émission en appréciant une chanson de Feu Ali Baachi.
apprécié cette voix mélodieuse. Et donc, nous continuons nos programmes avec Mina Abed qui va nous donner le programme de la semaine, donc des sorties. Les sorties, bon, une semaine un peu plus légère que la semaine dernière. D'accord. Voilà. On en fera avec. On fera avec. Mais il y a de bonnes sorties quand même. Hein. Il y a des choses très intéressantes. Donc on commence avec l'Opéra d'Alger, dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance et de la journée nationale de l'artiste. Donc l'Opéra d'Alger présente son tout nouveau spectacle. Ça a commencé hier. Il y aura une représentation également aujourd'hui. Donc aujourd'hui, à partir de 19h, donc le nom du spectacle, c'est L'Espérance. Donc un très très beau spectacle à aller découvrir à l'Opéra d'Alger à partir de 19h. Exposition du peintre Moho Sahraoui à partir d'aujourd'hui, donc du 8 au 1er juillet à la galerie de la Fondation Ahmed et Rabah Asla à partir de 17h. Continue avec de la littérature. Vente dédicace de Meriem Gemash pour son nouvel ouvrage L'Absinthe. Ça se passera à la librairie du Tiers-Monde à partir de samedi à partir de 14h. Donc on continue toujours avec la première édition de la caravane de la poésie sous le thème Heure du poème. Ça va se passer le samedi à partir de 13h, donc au Palais des Raïs-Avi, aux amateurs de poésie. On continue avec de la musique, de concerts pour cette semaine. Donc un premier de Abdelkader Chao avec Lamia Aitamara. Ça se passera demain à partir de 19h à la salle Ibn Khaldoun et le concert de Bajarahal à partir, ça se passera cette fois-ci le 16 à partir de 19h30 à la salle Ibn Zaydoun. Cette fois-ci on continue avec l'ONCI qui organise deux concerts, donc le 8 et le 9, donc aujourd'hui. Et demain, ça va se passer au théâtre en plein air de Soukaras. Donc très très belle affiche pour le 8 avec Salim Chaoui ou encore Sid Ali Tseri. Et le 9 également avec une pléiade d'artistes. On continue avec les sorties cinéma. Est-ce que tu aimes bien? Oui. Effectivement, ça y est, tu connais mes goûts. Je connais tes goûts. Sortie cinéma, alors bien sûr, Spider-Man, Spider-Verse cette semaine, nouvelle sortie pour les amateurs de tous les Spider-Man, disons. Oui, de tous les Spider-Man. C'est le grand frère des Spider-Man, on va dire. C'est le grand frère des Spider-Man. Donc, pour les enfants, sortie du week-end, très 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 belle sortie d'ailleurs. Exactement, ouais, une belle sortie. Cette fois-ci pour les adultes. Ah, allez. Un film d'horreur, je ne sais pas si tu es fan de films d'horreur. Ouais, pourquoi pas de temps en temps, oui. Pourquoi pas, le croque-mitaine. Ah ouais, ça doit être intéressant ça. Ça doit être pas mal. Bon, c'est pas pour les enfants, je tiens à le dire. Le croque-mitaine, c'est pas pour les enfants. Donc, le croque-mitaine, en ce moment au cinéma de Riyad El-Fath et un autre film, Renfield ou Dracula. Ah, ça aussi, voilà. C'est pas mal. Très très beau film également avec Nicolas Cage. Donc à voir cette semaine au niveau du cinéma de Riyad El-Fath. Donc voilà pour les sorties de la semaine. En tout cas, moi je prends les deux derniers. Les deux derniers? Oui, Croque-Mitaine et, et Nicolas Cage aussi. Nicolas Cage, oui. Un bon acteur. Très beau film. Effectivement. Merci beaucoup, Mina. Merci à toi. Voilà, on fera une sortie comme d'habitude, comme toutes les sorties. Voilà, cette fois-ci, on passe de l'animé au film d'horreur. Allez, vas-y. Très bien. Pourquoi pas. Merci beaucoup, Mina. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Et on continue donc notre émission. Je vous propose de suivre un sujet de Lamia Bedbouda, El Khizanat. Avec tant de savoir, d'histoire et de science, les manuscrits ont traversé les siècles et les déserts. Et l'Algérie recèle de milliers de manuscrits. Des trésors inédits et ô combien précieux reposent dans des lieux qu'on appelle les khizanat, sorte de bibliothèques traditionnelles. On va expliquer un peu ce que veut dire khizana, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ils croient que c'est juste une armoire ou des étagères dans un lieu où sont conservés par exemple des manuscrits ou des livres. Sauf que la khizana, c'est plus que ça. C'est un lieu des mémoires qui a traversé les siècles et qui a vu passer des savants, des érudits. Nous savons qu'en Algérie, on a beaucoup de points de halte, des caravanes dans le sud par exemple, où sont
ils ont transité des savants, des manuscrits, des anciens livres, des textes très très importants et qui sont conservés dans ces lieux. On sait bien que ces khizanat sont liés beaucoup plus à des zawiyas ou à des mosquées. C'est ces lieux-là qui ont pu conserver ce trésor pendant des siècles. Une exposition qui met en lumière l'importance de ces bibliothèques traditionnelles et des manuscrits, véritables vecteurs de savoir de plusieurs disciplines. On citera la théologie, la vie du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, la médecine, la mécanique, l'astronomie, ainsi que l'agriculture et l'irrigation. Donner l'envie aux gens qui ont déjà ces khizanat, ils sont propriétaires de khizanat, c'est des particuliers, leur dire que vous avez des trésors et qu'il faut bien les conserver pour les générations. Ils sont passés des siècles chez vous, maintenant on doit les léguer aux générations futures à travers une bonne conservation. L'idée, c'est la meilleure des solutions pour l'instant, c'est commencer par numériser tous ces manuscrits. Nous avons les moyens de faire. Nous avons le centre d'Adrar qui fait un travail remarquable, la Bibliothèque nationale d'El Hamma qui contient des manuscrits, qui ont aussi du matériel et qui font un travail remarquable. Les visiteurs pourront découvrir la cartographie africaine des plus importantes khizanat, des fiches explicatives ainsi que les outils servant à la conservation et restauration des manuscrits et qui restent un bien culturel et un patrimoine écrit à conserver pour les futures générations. Voilà une belle sortie donc pour grands et petits pour un petit peu s'imprégner de tout le patrimoine, le riche patrimoine qui concerne notre pays. Et donc l'émission continue puisque j'ai le plaisir de recevoir Fariel Kaidi. Fariel Kaidi, bonjour. Bonjour, Comment merci pour l'invitation. Merci Aïchek. Donc tu es présidente de l'association, l'association Al-Afar El-Jamil, Jeunesse et Enfance. Jeunesse et Enfance. Donc la 3e édition pour 2023, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez organisé? D'accord, alors déjà on leur souhaite bon courage parce que c'est pour bientôt les examens, les futurs bacheliers, nos élèves. Pour la 3e édition, ça va être sous la l'égide du ministre de la Jeunesse et des Sports et sous la tutelle de la direction de la Jeunesse et des Sports et le président de l'APC de Raïs Hamidou. Ça veut dire qu'on va faire au profit de 300 élèves qui vont venir passer leur bac à Raïs Hamidou, exactement à Miramar. On leur offre un espace de détente, de relaxation avec des spécialistes, des psychologues, un encadrement scolaire des professeurs bénévoles dans chaque matière. Ça veut dire que quand ils viennent entre midi 14h30, s'ils ont par exemple anglais l'après-midi, ils vont trouver des professeurs d'anglais qui vont être sur place pour les orienter, les accompagner. Petite révision de dernière minute. Tout à fait, dernière minute. Ça se fait des groupes. Ça veut dire qu'on se retrouve avec 10-15 élèves en train de se faire des petits groupes et le prof qui les accompagne, si bien sûr ils demandent leur aide, leur avis dans des points sur place. Très bien. Voilà. Donc on sait très bien que donc, les épreuves du bac, ce sont des épreuves qui ne se déroulent pas dans la commune de naissance du bachelier. Donc on change de commune, on est dans un endroit généralement qui est assez loin de la maison. Donc tout ça, ce sont des contraintes que subissent les bacheliers. Donc ils doivent rester sur place, ils doivent déjeuner sur place. Donc vous, pendant cette période-là, vous les prenez entièrement en charge. Tout à fait. Donc eux et même leurs parents, vous nous avez expliqué que même les parents aussi sont les bienvenus. Tout à fait. Ça veut dire que la direction de la jeunesse et des sports et du sport met à notre disposition tout ce qui est table, chapiteaux, les chaises. C'est à quel endroit, exactement à Raïs Hamidou? C'est on a un stade de proximité qui est juste à côté du lycée, c'est-à-dire que même pour les enfants, les élèves, c'est à 4-5 minutes de marche. Très bien. C'est vraiment à proximité. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Le matin à 7h30, on est présent avec les scouts devant l'école.
devant le lycée pour déjà prévenir les élèves avec des flyers, etc., et leurs parents qu'il y a un espace qui vont se retrouver entre l'heure de pause où ils vont venir pour s'asseoir, pour réviser, pour manger à l'aise. Parce que moi, personnellement, j'ai été étudiant, j'ai été élève et, alhamdoulilah, j'ai eu mon bac, etc. Mais je me suis retrouvée dans la voiture avec mon papa en train d'attendre les 2-3 heures parce que je me suis retrouvée dans une commune, comme vous avez bien expliqué les choses, qu'on ne connaît pas. Les parents ont peur, ils ne peuvent pas nous laisser dans un espace seul. Et pour certains parents qui doivent reprendre leur travail, ça reste un stress. Mais si déjà nous, on est là le matin pour les informer déjà qu'il y a toute une équipe bénévole qui est sur place pour les accompagner et les soutenir pendant les 5 jours du bac, c'est déjà là le papa ou la maman ou le frère et sœur, on les ressent reposés. Ils sont calmes, ils sont déjà, sereins. Ils sont plus rassurés, on va dire, plus rassurés. Voilà. C'est-à-dire que nous, pendant, comme on a dit, les 5 jours du bac, les élèves, au lieu qu'ils s'assoivent sur les trottoirs, sur les plages, devant le lycée. La plage n'est pas très loin, donc ils peuvent aller peut-être déjeuner au niveau des rochers. Mais c'est des conditions qui ne sont pas adéquates pour l'élève. Déjà, on a dit, il ne connaît pas la commune, il ne connaît pas les gens, il n'est pas à l'aise, il est là à regarder derrière lui, s'il n'y a personne qui va lui créer des problèmes ou quoi que ce soit. C'est-à-dire déjà, on va dire la psychologie de l'enfant, de l'élève n'est pas bien, n'est pas à l'aise. Par contre, quand il vient chez nous, il va trouver toute une équipe qui va l'attendre, il va trouver la sécurité, vu que la DG, on a collaboré avec la DGSN, qui vont envoyer une équipe c'est des policiers spécialisés. Donc déjà la sécurité est la assurée. Sécurité, et aussi ils font de la psychologie. C'est des gens qui sont spécialisés dans ce domaine. C'est la cellule d'écoute et de prévention. Khalid, ils seront présents. Déjà, ils sont là pour parler avec les élèves, les accompagner, les soutenir, et aussi un staff qui va être présent aussi on a collaboré avec l'association Kafil Yatim, aussi, qui va ramener aussi ses bénévoles. Ça veut dire qu'en collaborant notre association avec les scouts et l'association Kafil Yatim, on trouvera, je dirais, on aura plus de force, et on aura plus de courage pour pouvoir les accompagner quand même pendant les 5 jours. Et aussi les parents, comme j'avais dit, ils viennent le matin, ils déposent leurs enfants, leurs élèves, et ils rejoignent le stade. C'est-à-dire que dès 8 heures, déjà on accompagne les parents. Après, on les voit vers 10h30, 11h partir vers le lycée pour les attendre, et les raccompagner et les ramener aussi avec eux au stade, là où ils ont vu qu'il y a tout un armada de personnes qui sont là pour les prendre en charge, pour les encadrer. Tout à fait. Donc en fait, ça se compose de combien on va dire, de chapiteaux? Qu'est-ce que vous avez mis exactement en place? Voilà. Déjà l'année passée, je dirais la première et la deuxième édition, on avait remarqué que on avait demandé des chapiteaux. Même l'APC de Raïs Hamidou, le président, nous avait donné aussi des chapiteaux, mais c'était pas assez. C'était pas assez parce que, je dirais, on a pour 300 élèves qui viennent sur place, on s'est retrouvé avec 12 chapiteaux, c'était pas assez. Ça suffisait pas. C'était insuffisant. Donc déjà l'année dernière, il y a eu vraiment, on va dire, un afflux de tous ces jeunes. Donc vous avez vraiment reçu, ça les a vraiment captés, on va dire. Oui, dans cette proposition. Oui, vous allez voir les photos sur place. On va voir qu'il y a. On peut voir en image. Si on peut les voir en image, c'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont vraiment, qui ont aimé l'idée, qui se sentent bien quand ils viennent avec nous, même quand il y a aussi l'équipe les psychologues qui sont aussi sur place. Certaines qui viennent, ils n'ont pas bien travaillé, ils sont perturbés, ils n'ont plus confiance en eux, ils se disent non. Certains qui se disent, on est arrivé à trouver un jeune qui nous avait dit non, je ne reprends pas l'épreuve suivante. Oui, l'épreuve suivante. Il ne voulait pas reprendre. Et bien là, la psychologue, elle a joué son rôle. Elle l'a pris tout seul, elle lui a parlé.
elle lui a donné plus de courage, plus de confiance en lui pour qu'il puisse reprendre, je veux dire qu'il puisse reprendre encore l'examen. La suite des examens et des épreuves. Très bien, c'est vraiment une bonne chose et c'est quelque chose qu'ont besoin, donc tous ces bacheliers. Voilà, donc on peut voir, on voit donc à l'image tous les bénévoles qui ont participé. Donc j'imagine que ça, c'est des images de l'année dernière. Là, c'était Covid, on pouvait pas... Oui, ça, c'est les images de la première édition. Ah, vraiment, c'est un endroit où on se sent bien, où on se détend. Déjà, c'est beau, regardez, c'est très accueillant, c'est bien organisé. Tout ça, ça va vraiment détendre le bachelier. Donc après les 3 ou 4 heures d'examen, ça fait du bien de se poser comme ça dans un endroit sécurisé, rassurant, et en même temps se retrouver juste entre bacheliers et en même temps des professionnels. Et nous, qu'est-ce qu'on fait sur place? On demande toujours à l'équipe qui est avec nous, on leur demande de nous aider pour qu'on puisse détacher l'élève de son parent. Et on demande aux parents d'être dans des chapiteaux seuls et laisser les élèves seuls, laisser son enfant seul pour pouvoir réviser à l'aise, parce que généralement on trouve par exemple... Les parents donnent un peu de pression, mettent un peu la pression à leurs par exemple, enfants. on a trouvé certaines parents qui disent « Ah, pourquoi tu n'as pas révisé ça ?» ou « Pourquoi tu l'as... » Parce que lui, il demande au prof qui est sur place « S'il vous plaît, vous pouvez... il a oublié ou bien il veut être plus rassuré. » Et là, on retrouve le parent en train de lui mettre plus de pression, parce que déjà le parent, il a la pression en lui, il a peur pour son... C'est tout le monde qui passe le bac, et les parents et les enfants, effectivement. Voilà, alors là déjà, on essaie de détacher l'élève de son parent. Pour les parents, on leur met des chapiteaux seuls, et pour les élèves, ils ont une équipe qui les soutient, qui est avec eux. On a même des chapiteaux pour faire la prière pour les garçons et les filles. Oui, on a vu donc à l'image. Voilà, alors là, on trouve le papa ou la maman dans un petit coin en train de lire le Coran. On leur met même des petits, on a les tapis, etc. Certains, carrément, ils sont fatigués pendant de 8 heures en train d'attendre jusqu'à 4 heures, 5 heures de l'après-midi. Alors là, on trouve le parent en train de faire une petite sieste, en train d'attendre son enfant. Ils sont bien, ils sont en sécurité avec nous dans l'espace de bien-être qu'on leur procure dans chaque édition. En fait, c'est vraiment très, très important donc, de pouvoir sortir pour ces bacheliers, de pouvoir décompresser, de trouver un lieu sûr et même de déjeuner aussi. On sait très bien que c'est assez compliqué de déjeuner à l'extérieur ou en même temps aussi, surtout ce qui est, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais plutôt essayer de prendre son propre déjeuner avec soi, ou si les parents peuvent le ramener, éviter de manger à l'extérieur, parce qu'on sait très bien que des fois, pendant cette période-là, on peut faire des intoxications alimentaires, donc il vaut mieux se poser peut-être sous vos chapiteaux, à l'abri du soleil et manger tranquillement. D'ailleurs, vous l'avez bien dit, vu qu'on avait vraiment remarqué que le premier jour, les gens achetaient, mais quand ils ont vu qu'il y avait des espaces où ils pouvaient manger à l'aise, ils ramenaient avec eux des petits tupperwares, avec leurs propres recettes, parfois bio, bien parfois cuisinées par la maman. On leur mit un chapiteau pour pouvoir manger à l'aise, d'autres chapiteaux pour pouvoir réviser. Et on a dit, ça veut dire que pendant le déjeuner, les parents, ils peuvent se mettre dans des tables avec leurs enfants pour manger. Après, dès qu'ils finissent de manger, là, c'est les bénévoles et bien sûr accompagnés de la sécurité qui viennent pour leur dire, s'il vous plaît, maintenant vous avez déjeuné, maintenant, s'il vous plaît, laissez-le, il est avec nous, c'est nous qui Vous essayez vraiment de les détacher des parents. Oui, on les détache et on arrive, alhamdoulilah, à les convaincre, parce que certains, ils nous disent non, je voudrais bien rester avec lui, peut-être qu'il va se sentir mieux. Mais certains nous disent non, essayez de nous aider, on voudrait réviser seul pour Donc ne ça, pas... c'est les conseils des psychologues que vous avez, c'est essayer de les détacher. Très bien. On essaye de les détacher pour pouvoir laisser l'élève avec le prof ou bien avec ses camarades pour pouvoir réviser les dernières minutes avant de reprendre, les dernières heures aussi, de reprendre le centre d'examen. Et il faut savoir que ces dernières heures aussi, ces quelques minutes, ces quelques heures avant l'examen sont très importantes. Des fois, on peut réviser, on peut revoir quelque chose et en fait, quelques points qui se
seront en fait très utiles pendant l'examen. Tout à fait. D'ailleurs, je vous ai dit, on les retrouve regroupés 10-15 en train de réviser. Ils mettent deux, trois tables et ils révisent ensemble. Et quand ils ont besoin de l'aide du prof qui est bénévole sur place, ils lui demandent, bien sûr on l'appelle, venez, il vient aussi vers il vient vers les élèves, il discute avec eux, il donne son avis, il leur demande des points et lui il donne son avis pour pouvoir les orienter. Et aussi c'est important, ça déstresse. Effectivement, ça fait retomber la tension. Il y a de la musique douce, on met une petite musique mais vraiment très 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 douce, musique de relaxation sur place et c'est bien, ils aiment bien que les parents, que les élèves. Oui. Tout le monde apprécie, j'imagine. Tout le monde apprécie. Est-ce que pour chaque matière qui va être faite dans l'après-midi ou surtout dans l'après-midi, parce que j'imagine que la matinée c'est pas vraiment ça, mais est-ce que les enseignants sont là d'après les matières? Voilà, oui. Bien sûr, comme vous avez dit, la matinée, c'est les parents. On reçoit les parents, mais les après-midi, enfin, dans le creux, entre midi et je dirais parfois 10h, 11h30. Oui, tout dépend à quelle heure finit chaque élève. Voilà, chaque élève, la manière dont il traite son sujet et dès qu'il voit qu'ils ont fini, il rejoint l'espace. Voilà, là, il retrouve le prof qui va être présent sur place pour les orienter dans l'examen qui va poursuivre l'après-midi. Très bien. Donc chaque jour, on a le programme. Voilà, on a le programme et on essaye de collaborer par rapport à ça dans chaque examen. Il va y avoir le prof qui est bien sûr dans la matière spécialisée, dans la matière qui va passer l'élève. Très bien. Voilà, déjà là en ce moment, ils sont en train de nous préparer le stade. Il y a toute un armada d'équipes qui est réservé par le président de l'APC de Raïs Hamidou. Il y a le DEVAL qui sont en train de faire le désherbage. Il y a le Netcom qui sont en train de nous aider pour le nettoiement. Et aussi, on collabore avec le Netcom pour nous ramener comment dirais-je, ils nous ramènent pour jeter des petites poubelles, mais des poubelles de trucs sélectifs. Ah, pour déjà, le tri, très bien. Pour le tri sélectif. Pour le tri sélectif, aussi, ils font le nettoiement le matin. Chaque matin, ils ramènent des citernes d'eau pour faire le nettoiement. Et l'après-midi, quand on finit tout, aussi, ils ramènent une citerne pour renettoyer, pour éviter toute infection, propre. Et voilà. Très bien. Très bien. En tout cas, c'est vraiment une très très belle initiative que vous avez faite. On répète, c'est la 3e édition. J'espère que d'autres communes aussi le feront. Donc, vous emboîteront le pas. C'est ça le but. D'ailleurs, on vous remercie de médiatiser cet événement. Ça va permettre à d'autres associations, et pourquoi pas, vu que, je dirais, nous, on voulait collaborer. D'ailleurs, il nous avait invité, le Wali délégué de Bab Loued, M. Bouzid, qui nous avait invité pour pouvoir faire cet événement aussi à Bab Loued. Mais on n'avait pas assez de moyens par rapport à la DGS. Il n'y avait pas assez de moyens pour pouvoir faire ça dans 2 communes. Mais on aimerait bien aussi qu'il y ait d'autres associations, et pourquoi pas nationales, pour pouvoir faire... ça veut dire que pour que cette idée soit élargie dans d'autres communes et dans d'autres wilayas, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Fariha Kaïdi. Merci à vous. Merci et bonne continuation. J'espère qu'on aura encore un retour de votre événement. Ça sera le 11, 12 et 13. Voilà, du 11 au 15. Du 11 au 15. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Et donc, vous parliez tout à l'heure de poubelles et de tri sélectif. Je vous propose de rester avec moi et d'apprécier un sujet, donc le tri sélectif. On regarde. Chaque jour, des agents relevant de l'entreprise publique Extranet procèdent au tri sélectif des déchets ménagers, un processus qui consiste à séparer les différents types de déchets en fonction de leur composition. Une fois compactés, ces déchets sont expédiés comme matière première aux différents centres de recyclage appropriés. Nous collectons du pain, nous le séchons à notre niveau pour qu'il ne pourrisse pas avant de l'emballer.
Nous faisons la tournée des magasins pour ramasser du carton. Nous le pressons et nous le mettons dans des emballages qui portent le logo de l'entreprise Extranet. À la fin, nous arrivons à mettre dans chaque sac 70 kg de carton. Des conteneurs ou des poubelles spécifiques sont utilisés pour chaque type de matériaux recyclables, permettant ainsi aux résidents de ces quartiers de déposer leurs déchets dans le bon conteneur. Nous avons consacré des espaces pour les bennes à ordures ménagères au niveau de toutes les plages relevant de l'entreprise Extranet. Nous allons également placer prochainement des bennes à ordures dans 31 communes. Il y a des personnes qui jettent tout et n'importe quoi, le carton, le verre, le plastique et même le métal. Ce tri sélectif est un véritable plus pour le citoyen et pour les autorités locales. C'est une bonne chose pour le citoyen et pour l'environnement aussi. Il est essentiel de sensibiliser et d'éduquer les individus sur l'importance du tri sélectif. En plus de continuer à réduire la quantité des déchets jetés dans les décharges publiques, le tri sélectif permet d'économiser les ressources naturelles, réduire la pollution et promouvoir le développement durable. Voilà, nous continuons notre émission et j'ai le plaisir de recevoir Malek Jennen. Bonjour Malek Jennen. Bonjour, merci d'être là. Merci à vous. Donc vous êtes membre de la fondation Microbiome. Probiome. Voilà. Microbiome, voilà, Microbiome. Merci d'être là et donc aujourd'hui nous allons parler de pollution, mais une pollution spécifique puisque la thématique c'est la pollution du microplastique en mer. Très bien. Voilà. Déjà, on va commencer déjà par définir ce que c'est qu'un microplastique. Peut-être que beaucoup de téléspectateurs ne le savent pas. La pollution plastique en mer, on la voit chaque été sur les plages et tout. Mais il y a ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, il est de l'ordre du micron. Donc, ce qui fait que d'où provient ce microplastique? Ce microplastique débute à partir d'un déchet plastique, déjà initialement. Donc des bouteilles, des sacs plastiques que l'on retrouve très souvent. Qu'on voit à l'œil nu, donc c'est le macroplastique, ce qu'on voit à l'œil nu. Et sous l'effet de la salinité de la mer et les rayons du soleil, le réchauffement des rayons du soleil, ce plastique va se dégrader. Il va se dégrader et entraîner l'apparition et la constitution de microparticules de plastique. Ce qui fait que tout le monde sait que le plastique contient aussi bien des produits chimiques. Donc, ce qui fait que le plastique en lui-même, qui est issu bien sûr du pétrole, il est fabriqué à la base d'hydrocarbures et il contient aussi des produits chimiques. Ce qui fait qu'ils sont maintenant actuellement de l'ordre du micron. Et quand ils sont rejetés en mer, le poisson les confond avec le phytoplancton. Ce qui fait qu'il va les ingérer. Et ce qu'il va ingérer va aller dans son organisme du petit poisson, comme par exemple la sardine ou l'anchois, qui sont des poissons qui se nourrissent essentiellement de phytoplancton. Et on retrouve ces particules de microplastique dans nos assiettes. Et c'est comme ça que le microplastique est rentré dans la chaîne alimentaire de l'être humain. Donc en fait, on va plus en détail avec vous parce que c'est vrai qu'on parle toujours de pollution de la pollution marine, des fonds sous-marins, de la pollution du littoral et tout. Mais en fait, avec vous, on va encore plus, on va dire, dans tout ce qui est, on va dire, pour l'organisme, qui est nocif pour l'organisme. Des choses qu'on ne voit absolument pas. C'est vrai que peut-être qu'on va choisir des plages, on va se dire, celle-ci est polluée, celle-là ne l'est pas. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Nous avons des partenaires européens qui travaillent actuellement avec notre fondation Probiome, qui eux ont les moyens de mesurer cette pollution avec un procédé de filet manta, c'est-à-dire c'est un filet qui va être dragué et il va récupérer tous les déchets qui sont de l'ordre du micron.
qui sont de l'ordre du micron, et il va donner le taux de pollution de microplastiques en mer. Et ça, c'est une association européenne qui a fait pratiquement le tour du bassin méditerranéen. Il reste l'Algérie à faire ces études-là, à réaliser ces études-là avec leur concours et leur participation. Très bien. Donc, on vous reçoit aujourd'hui, bien entendu, pour tout le travail que vous faites, tout le travail que fait cette fondation. Et en même temps, le 5 juin correspond à la Journée internationale donc, des océans. Nous n'avons pas un océan face à nous, nous avons la mer Méditerranée qui subit de la pollution de toutes parts, que ce soit de notre côté, nord de l'Afrique ou même aussi du sud donc, de l'Europe. Ce sont des, on va dire, une pollution qui va en fait mettre à mal tous les pays de la Méditerranée. Absolument. Tout le monde est concerné. Absolument, tout le monde est concerné. Tous les pays du bassin méditerranéen sont concernés parce qu'en fait, il y a des courants marins circulants et ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est des courants connus depuis déjà assez longtemps. Et cette pollution, ce n'est pas une pollution qui reste uniquement dans une zone. Elle est en train pratiquement de faire le tour, de migrer, de faire le tour du bassin méditerranéen. Et si on ne réagit pas à cette catastrophe biologique, ça va s'accumuler en fait. Ça va s'accumuler et là, ça va être vraiment dangereux vu les répercussions sur l'organisme humain maintenant. Quand on les retrouve dans les poissons et que nous consommons du poisson, ce qui fait que nous sommes directement impliqués. Il faut savoir aussi que dernièrement, donc, des images ont été mises sur le net, donc du 6e continent. On parle du 6e continent qui est uniquement constitué de déchets plastiques. Donc un fléau réel auquel nous devons faire face. Oui, il se situe actuellement au niveau du Pacifique Nord et du côté ouest des États-Unis, ce qui fait que là, vraiment, la pollution, elle est visible. Et pour votre information, 70% de cette pollution plastique, qui est des macroplastiques, elle est au fond des mers et 30% elle surnage. C'est une pollution flottante. En fait, c'est un petit peu comme, on va dire, comme les icebergs. C'est comme des icebergs. Ce n'est que la partie visible. C'est vraiment impressionnant. Les images parlent d'elles-mêmes. La pollution, elle est là, elle est réelle. Et quels sont les impacts donc, du microplastique ? Très bien. Bon, les impacts sont essentiellement sur la santé. Sur la santé, bien entendu. Alors, le plastique, il est issu des hydrocarbures. C'est une matrice. Il y a déjà le côté chimique de la chose. Et qui dit plastique dit produits chimiques. Et ceux qui sont vraiment spécialisés dans la toxicité chimique des produits industriels, entre guillemets, c'est surtout dans la médecine du travail où on connaît les effets néfastes du benzène, des phénols, des hydrocarbures polycycliques, tout ça qui s'accumule progressivement dans le corps humain et qui se fixe à chaque organe. Il peut se fixer au niveau des noyaux gris centraux du cerveau, il entraîne des effets sur les nerfs, sur la sensibilité, il touche les vaisseaux sanguins, il touche le cœur, il touche essentiellement le foie qui est le filtre du corps humain, il filtre tout le foie, donc tout s'accumule dans le foie. Il y a aussi le plomb, les métaux lourds. On en parle, c'est vrai qu'aussi on en parle beaucoup des métaux lourds. Et en majorité, ils provoquent le cancer. C'est pour ça qu'on voit l'apparition du cancer qui est pratiquement un fléau en médecine, en santé publique. Ça devient vraiment... on est agressé de toutes parts par ces produits chimiques. En fait, le plastique, on le retrouve, on est en train de l'ingérer, d'accord ? Donc, il touche le tube digestif, on est en train de le respirer, donc il touche la sphère ORL et les poumons. Et on est en train, il est avec nous en contact permanent avec la peau parce que les textiles sont constitués avec des particules effectivement, donc du plastique. Donc de plus en plus, le coton est de plus en plus rare. Exactement. Le coton est de plus en plus rare et on va plus vers les fibres. Les fibres synthétiques. Fibres synthétiques qui sont légers, isothermes, etc.
Donc tout ça, des répercussions graves sur l'organisme. Sur l'organisme de santé, il touche aussi la reproduction, il joue un rôle dans la stérilité du couple, etc. Et récemment, les dernières études qui ont été faites par des Américains et des Allemands ont prouvé qu'il y a un lien intime entre les microplastiques, le cancer et les troubles des glandes. Troubles de la glande thyroïde, troubles du pancréas, le diabète, etc. C'est des études de cette année, c'est des études 2023. Donc, je vous demanderai de nous parler un petit peu de cette carte que l'on voit à l'écran. Oui. Alors, cette carte, c'est l'itinéraire de l'association européenne avec laquelle on travaille, c'est Expédition Med. Son port d'attache, c'est Fiumicino, en Italie, et il va faire le tour du bassin méditerranéen. Le voilier plutôt s'appelle le Bonita, et il est équipé de l'appareillage spécifique, d'un appareil spécifique qui fait la récolte des microparticules, la récolte de microparticules pour faire cette évaluation du taux de pollution des microparticules à travers tout le bassin méditerranéen. Donc on voit qu'il passe par toutes les côtes. Il passe par toutes les côtes et à la phase 4, hein, il va prendre attache au niveau du port d'Alger. Hein. Et actuellement, ça fait partie d'une campagne, aussi bien une campagne de sensibilisation pour sensibiliser le grand public, les jeunes, sur les périls du microplastique. Je vais définir un petit peu c'est l'actualité. C'est la préparation actuelle et le lancement d'une exposition itinérante qui va toucher à travers le territoire national 8 wilayas, à savoir Alger, Tipaza, Al-Naba, Tlemcen Oran, Constantine, Mostaganem et Umm el-Bouakhi. C'est une sorte de caravane de sensibilisation au péril microplastique qui a pour nom exposition itinérante Méditerranée plastifiée. Et c'est une caravane que nous avons lancée en collaboration avec l'AND, l'Agence nationale des déchets, et Expédition Med. Donc c'est issu d'une tripartite, d'une charte, d'une convention cadre entre ces trois intervenants, la Fondation Probium, l'AND, l'Agence nationale des déchets, et Expédition Med. Très bien. Donc les résultats vont être... Les résultats, nous attendons avec impatience que le ministère de l'Environnement nous donne l'autorisation d'utiliser le filet Manta. C'est ce qui nous manque, ce qui n'a pas été le cas en 2014, parce que cette autorisation n'est pas venue à temps, donc on n'a pas pu avoir les données. Et j'espère que cette année, le ministère de l'Environnement nous donnera cette autorisation pour utiliser le filet Manta. Beaucoup de personnes, notamment le professeur Hamdi Bouelem, qui est l'éminent professeur de l'ISMAN, l'école supérieure de l'aménagement du territoire, d'études marines, qui est actuellement en retraite et qui est un membre actif au niveau de la Fondation Probium, que je salue au passage, et qui est responsable du dossier plastique en Méditerranée. C'est nos partenaires immédiats et qui ont hâte de connaître les résultats de cette étude. Les résultats de cette étude, c'est ça. Donc les résultats de cette étude sont fondamentaux pour prendre en fait les bonnes décisions à venir. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les lois que nous devons mettre en place? Donc voilà, pour protéger le littoral, pour protéger les fonds marins. Et donc vous m'expliquiez que votre fondation en fait, ce sont plusieurs associations de tout le littoral national. Alors notre président, c'est le docteur Emir Berkan, qui à l'habitude, on est déjà venu ici sur le plateau en 2014, on a présenté les activités et le programme que nous sommes en train d'appliquer actuellement. Le docteur Emir Berkan, qui est vraiment aguerri sur le plan, il était membre fondateur de l'association des spéléologues de Ain Baïda, il était membre actif au niveau de IPON Sub, qui sont impliqués dans surtout la protection des fonds marins et le littoral au niveau de la région de Al-Naba.
Et c'est lui qui a pris contact avec l'expédition Med. Il a été très tôt sensibilisé au péril plastique. Et le combat, il a débuté déjà en 2013, où il a alerté la communauté scientifique, dont le professeur Hamdi, qui travaillait déjà sur ce dossier quand il était à l'ESMAD. Et là, la participation active, elle a abouti à une loi qui a été signée avec le ministère de la Pêche, à introduire le microplastique dans la liste des 8 polluants marins pour le ministère de la Santé. Donc c'était la résultante de ce combat. Donc un bon résultat. Un très bon résultat. Oui, j'imagine qu'un combat déjà de gagner. Un combat de gagner, plus la signature de la charte tripartite. Et ça fait déjà, et on va attendre maintenant l'aide du ministère de l'Environnement pour l'utilisation de filamentaire. Très bien, parfait. Ben voilà, donc moi je vous propose de lancer un appel. Donc quels sont exactement les objectifs que vous voulez atteindre ? Très bien. Actuellement, l'objectif immédiat, c'est que l'exposition itinérante réussisse. Très bien. Et qu'au niveau de chaque wilaya, nous trouvons une aide des autorités pour nous aider à vraiment avoir une prise en charge, un bon public, etc., une présence beaucoup plus. Et surtout l'autorisation pour les filets, pour avoir ces études-là. Très bien. Et puis c'est tout. Et puis, voilà, Inch'Allah, voilà, j'espère. Donc, j'espère que vous aurez des résultats, on va dire, dans les jours à venir. En même temps, surtout qu'il faut savoir, c'est bientôt le départ de la saison estivale. Donc, un problème crucial à régler. Et voilà. Donc, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc d'avoir été parmi nous. J'espère que les téléspectateurs ont apprécié et que j'espère que vous atteindrez donc les objectifs que vous vous êtes fixés. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et donc nous continuons avec un sujet de Afaf Belhouchet, exposition africaine à l'UNESCO. C'est au rythme endiablé de la derbouka algérienne que la troupe de Cheikh Nhari a accueilli officiels et visiteurs des stands algériens à l'Africa Week au siège de l'UNESCO. Un moment de communion festif pour célébrer les arts africains entre tradition et modernité. C'est l'esprit justement du 213 Store et ses deux conceptrices célèbres pour avoir notamment remis au goût du jour le Badroun et Serwel Chaka. C'est vraiment un honneur aujourd'hui de présenter donc l'art contemporain algérien ici à l'UNESCO pendant la semaine africaine. C'est vrai que c'est un challenge pour nous parce qu'habituellement c'est très traditionnel et aujourd'hui on est très fiers avec Manel d'être là parmi toutes ces associations africaines. Autre art algérien par excellence, celui de la miniature, mais avec une spécificité. En effet, Zunaida Zououch rend hommage aux pères de cet art et à leur tête Mohamed Drassim en revisitant leurs œuvres sur céramique et non sur parchemin. Techniquement, je ne sais pas le faire sur le papier, mais sur carreau de céramique, ça c'est quand même le travail le plus fin, le plus long et le plus qui nécessite énormément de temps et de savoir-faire et de technicité. La littérature n'est pas en reste et c'est le prolifique Jamil Rahmani qui a tenu une séance dédicace pour présenter notamment son dernier opus, Les Contes berbères de mon grand-père, livre qui nous rappelle, si besoin est, l'ancrage algérien dans la culture de notre continent. Et on retrouve les pratiques africaines du griot par exemple, parce que dans les villages kabyles, il y avait des conteurs qui étaient l'équivalent des griots africains, qui allaient de village en village pour raconter les histoires, le patrimoine ancestral de la Kabylie. Une mise en lumière tout au long de la Semaine des Arts, de la Culture et du Patrimoine africain à l'UNESCO qui apporte sa contribution à l'accord continental de libre-échange. Qui va aussi permettre, à travers une convention que nous avons adoptée ici à l'UNESCO, la libre circulation des professionnels de l'enseignement, des professeurs, la reconnaissance des diplômes africains à travers le continent et ailleurs. Donc je crois que il y a un double motif de satisfaction pour nous. La semaine promet d'être riche en événements, défilés de mode mais aussi soirées galas sont prévus pour célébrer le 60e anniversaire de l'Union africaine.
Voilà, donc c'était un sujet de Afaf Belhouchet et comme vous avez pu l'entendre, Monsieur Mounsaf Guetta m'a rejoint. Monsieur Mounsaf Guetta, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Alhamdoulilah. Très heureuse de vous recevoir, Monsieur Mounsaf Guetta. C'est réciproque. Je suis quelqu'un qui apprécie énormément votre travail, déjà depuis des années. Merci, voilà. merci. Très bien, donc ce matin vous êtes là pour nous parler de votre dernière exposition. Oui, qui a toujours lieu et dont la clôture est prévue pour aujourd'hui. Donc c'est Évanescence, je l'ai intitulé Évanescence parce que après une disparition de la scène artistique qui a duré presque 3 ans, je reviens donc à titre individuel avec cette exposition, voilà, au niveau de la galerie Zouar. Alors, comment a été accueilli après cette Eh bien, cette comme toujours, les expositions se suivent mais ne se ressemblent pas. Justement. Voilà. Et vu la configuration de la salle, Zouar, vu ses dimensions, donc il a fallu présenter des œuvres de dimensions modestes. D'accord. Et voilà, à côté de cela, il y a 19 petits tableaux. Et à côté de cela, il y a 2 grandes toiles. Voilà. Et 2 grandes toiles. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire par grande toile, les dimensions? C'est-à-dire jusqu'à 1,50 m à peu près. D'accord. Voilà. Mais c'est uniquement pour casser la monotonie de la mise en scène. Toute la salle est garnie de tableaux de modeste dimension. Et il a fallu bien sûr placer 2 tableaux verticaux pour éviter qu'il y ait une monotonie dans la présentation. J'imagine le souci du détail comme d'habitude. Voilà, toujours, oui. Il faut veiller un peu à ce que ça soit harmonieux, qu'il n'y ait pas trop de disharmonie dans l'ensemble de la présentation. Va très bien. Moi, ce que je vous propose déjà, Monsieur Mounsaf Guetta, c'est de voir un reportage de Feria El Hamdi. Donc, elle a été donc à l'exposition. Absolument. Elle nous a ramené des images. C'est un sujet signé Feria El Hamdi. Très bien. C'est à la galerie d'art Zouar que nous avons rencontré Mounsaf Guetta, un artiste peintre, sculpteur et poète, un docteur en biologie qui a goûté très tôt à la magie de l'art. Eh bien, c'est une vieille histoire d'amour entre moi et la peinture, depuis l'enfance pratiquement. J'ai toujours pratiqué le dessin, la peinture, et depuis ma retraite anticipée, je m'adonne 100% à la peinture et à la poésie aussi. Voilà, je suis un natif d'Annaba, natif en 1945, et voilà, mes études à Annaba, ensuite les études d'Alger, etc., la biologie, ainsi de suite, et voilà. Et on atterrit au niveau de la peinture, ce qui est à la fois un plaisir et aussi une thérapie. En tout cas, Mounsaf Guetta ne s'est jamais détourné de ses premiers amours artistiques et le chevalet. La palette de couleurs, le bois ont toujours été présents. Je l'ai intitulé Évanescence parce que j'avais disparu un peu de la scène artistique depuis 3 ans. Mon avant-dernière exposition étant celle du Palais de la Culture avec l'Aïd Korb el-Khir, c'est Mustafa Addan. Et depuis, donc, j'ai disparu de la scène et je réémerge maintenant au niveau de la galerie Zouar sur invitation de la gérante de la galerie, Amel. Et voilà, donc c'est pour ça que je l'ai appelée Évanescence, parce qu'elle me permet de reprendre un peu un peu d'oxygène au niveau de la scène artistique. L'artiste sobre et discret a fini par se consacrer pleinement à son art pour notre grand plaisir. Ce sont des thèmes qu'on ne peut pas éviter. Ce sont les problèmes d'abord de la ville, la cité ancestrale, telle que la Kasbah, la cité de nos aïeux, de nos grands-pères, le milieu environnant, c'est-à-dire la nature aussi, les arbres. Mon deuxième thème de préférence, ce sont les arbres. Et enfin, les tourments un peu de l'être humain. Derrière sa peinture, il y a beaucoup de sensibilité, ainsi qu'une préoccupation culturelle et historique. Mais il n'y a pas que cela.
il y a un travail sur la nature qui est revisité pour être présenté sous un angle de curieux qui prospecte les choses les plus petites. Gita reste attaché à une modernité classique et son œuvre s'inscrit dans une démarche stimulante pour l'esprit. C'était un sujet de Fariel Hamdi. Effectivement, vos toiles restent stimulantes pour l'esprit. Eh bien, je l'espère, oui. Oui, effectivement, Monsieur Guetta. Et donc, Rda a dit la peinture de Guetta me fait rêver. Et oui, Allah yarhamou. Oui, un artiste peintre que j'admire énormément et qui venait régulièrement à mes expositions. Donc, on s'est connus comme ça dans des salles d'exposition et mon travail lui plaisait énormément. Ensuite, on s'est correspondu, on s'écrivait réciproquement. Je donnais mon avis sur certaines choses de la scène artistique algérienne en matière d'art plastique. Et lui me répondait. Et puis chaque fois qu'on se voyait, on discutait de choses et d'autres. Et bien sûr, on était d'accord sur un ensemble de points de vue. On se partageait les mêmes visions. Il avait une vision très très claire de ce qu'est l'art en général et de ce que sont les arts plastiques en particulier. Et il avait une fine vision de la scène artistique algérienne et il savait un peu dans sa tête ce qu'il voulait et ce que devrait être le panorama des arts plastiques en Algérie. Et donc, il appréciait vos réflexions, votre travail. Oui, énormément. J'ai des correspondances de Khadda, Allah yarhamou. Bien sûr, on ne peut pas aussi éviter ses écrits. Effectivement. Les feuillets épars liés, et puis voilà, un regard nouveau sur l'art. Et c'est un monsieur que j'admire beaucoup parce que il a eu le courage, dès les années 50, d'affronter le public avec des œuvres totalement abstraites. Et déjà à l'époque, c'est-à-dire que c'était difficile. C'était non seulement difficile, c'était un avant-gardiste, oser présenter des œuvres plastiques abstraites déjà à la fin des années 50, c'était déjà une façon d'être courageux parce que il n'était pas sûr d'être admis par le public. Le public qui est surtout admiratif du style un peu orientaliste, etc. C'est vrai qu'on avait ça un peu comme référence. Voilà, et puis parce que ce style-là permettait une lecture directe de la toile quand il y a un palmier, quand il y a une gazelle, quand il n'y a pas lieu de faire travailler son esprit. Et contrairement à l'art abstrait qui exige quand même une certaine assiduité et qui exige une certaine culture picturale, et c'est en cela que je l'admire énormément. Effectivement. Donc pour dégager quand même une émotion ou une réflexion d'une toile abstraite, ce n'est pas chose facile et il faut l'admettre, ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, eh bien c'est toute la problématique que pose l'œuvre artistique, c'est-à-dire que l'artiste en lui-même, et c'est ce que je répète souvent, est libre de présenter selon sa vision du monde les travaux sous une forme quelconque. Elles peuvent être figuratives, cette forme peut être abstraite, elle peut être semi-abstraite, et le visiteur, lui, a aussi cette latitude, il a aussi cette liberté d'interpréter l'œuvre, de la visionner comme il l'entend. C'est-à-dire qu'au niveau d'une œuvre d'art, il y a la rencontre de deux libertés. La liberté de l'artiste, qui est libre, le véritable artiste. Je ne me classe pas dans cette catégorie, je suis peintre d'abord, mais le véritable artiste, c'est celui qui est libre d'apporter une vision du monde selon sa culture, selon ses préoccupations, selon ses fantasmes, et le visiteur, lui, est libre aussi d'interpréter la toile comme il l'entend. On peut voir ce qu'on veut voir, en fait, ce qu'on a envie de voir. Voilà. Et c'est pour ça que j'invite un peu tout le monde, surtout les enfants, et les parents aussi à faire visiter les expositions. Il faut habituer l'œil
a une vision picturale. Il faut toujours qu'il y ait cette culture sur les arts plastiques. Quand il y a un enfant qui découvre un tableau, même s'il passe 30 secondes à observer le tableau, ce n'est pas très grave, mais son cerveau enregistre quand même certaines visions, certaines images qui vont l'impressionner et qu'il peut faire ressurgir 2 ans ou 5 ans ou 20 ans plus tard. Voilà. Donc très très important d'initier les enfants donc à toutes sortes d'art, que ce soit de la sculpture, absolument, absolument. C'est une manière aussi de le rendre un peu citoyen du monde, avec une vision extrêmement large de l'éventail des tableaux que peut présenter le peintre. Non pas uniquement le peintre algérien, mais le peintre, qu'il soit sénégalais ou canadien ou français ou arabe ou irakien. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, les très fortes expressions picturales émanent souvent de peuples qui ont une histoire très riche et qui ont un vécu absolument remarquable au niveau historique. J'aurais une question à vous poser pour votre dernière exposition. Donc, vous avez dit que vous n'étiez pas, pas présent pendant ces 3 dernières années, et on sait très bien qu'il y a eu la période du Covid. Bien sûr. Est-ce que cette période-là a un petit peu influé ou vous a marqué? Bon, elle a marqué tout le monde. Absolument. Mais est-ce qu'on le ressent dans votre travail? Je crois, parce que entre 2 expositions, il ne faut pas croire que le peintre se repose. J'imagine, non, il n'y a pas de repos en fait. Entre 2 expositions, on cogite toujours, et puis pour savoir un peu ce que l'on va faire la prochaine fois. Et c'est ça, un peu l'inquiétude du véritable peintre, c'est de se projeter dans l'avenir pour ne pas se répéter. Voilà, il faut éviter, par exemple en ce qui me concerne, pour la prochaine fois, j'essaye autant que faire se peut d'éviter de me reproduire, essayer d'innover, essayer d'apporter quelque chose de plus nouveau, de plus problématique. Et sinon, ça devient un peu du travail artisanal. Si on continue à présenter exactement les mêmes choses, ça devient un travail artisanal, monotone et qui n'a aucun intérêt. Et tout le problème, c'est maintenant d'essayer d'apporter des thèmes nouveaux, essayer d'apporter des manières d'expression aussi nouvelles. Quels sont les sujets qui vous passionnent? Eh bien, essentiellement l'être humain, dans ses tourments, dans ses tumultes, etc. Ça peut être l'orphelin, ça peut être la mère, ça peut être le couple, ça peut être la société, l'être humain dans la société qui l'entoure. D'ailleurs, j'ai écrit un peu que dans un contexte d'épine, tout mouvement est blessure. Quand il y a un environnement agressif, quoi que l'on fasse, dès que l'on bouge, on est piqué à droite, à gauche, dans la rue, dans le marché, dans la voiture, etc. Et de ce fait, il y a toute cette problématique de l'individu en tant que tel, de l'entité personnelle, et ses rapports avec l'environnement, que ce soit l'environnement social, humain, ou l'environnement naturel. Voilà. Bien sûr, il y a aussi le deuxième thème principal, c'est la nature. C'est la nature, essentiellement l'arbre. L'arbre qui a, bien sûr, occupé énormément le travail de M. Khadda, Allah yarhamou, et aussi le parallèle qu'on peut faire entre l'arbre et l'homme. L'arbre ayant des racines, exactement comme l'être humain, qui a ses racines ancestrales, ataviques, dans le sol, dans le monde en tant que tel. L'arbre avec, bien sûr, son tronc, ses feuilles, ses fruits. L'être humain aussi avec son existence. Les changements aussi, donc les changements de saison qui correspondent aussi aux changements qui opèrent de temps sur l'être humain. Et puis l'être humain aussi, tel que l'arbre qui perd aussi ses feuilles, qui peut perdre ses feuilles, les cheveux, les dents, etc., mais qui se perpétue à travers ses fruits. L'être humain aussi
est très prolifique. Il produit, la preuve, c'est que l'être humain existe depuis des millions d'années. Et à travers ses fruits, c'est-à-dire ses enfants, à travers ses œuvres, parce que je conçois un peu la production artistique comme étant des enfants, un héritage, oui, comme étant des enfants, bien sûr, pas des enfants génétiques, mais des enfants de l'œuvre, des enfants de l'esprit, voilà. Et de ce fait, il y a une régénération, voilà, à travers les enfants, à travers l'œuvre artistique, il y a une régénération, il y a une production, il y a une évolution dans le monde. Et c'est ainsi que c'est heureux. C'est en ce sens qu'il faut un peu lire l'œuvre artistique. C'est en tant que participation dans la grande symphonie que constitue le monde, mais aussi en tant que projection pour laisser une trace quelque part, même si c'est une très très modeste tuile dans la construction de l'univers culturel, mais ça restera toujours quand même une trace. Voilà. Très bien. Et en fait, ça reste immuable, même pour l'être humain. Bien sûr. On va dire apporter une goutte au moulin. Exactement. Ça donne cette paix intérieure, ça donne ce sentiment d'avoir fait quelque chose. Absolument, d'être un peu positif dans ce monde. Et la preuve en est, c'est que quand on visite le Tassili, il y a des œuvres qui ont 6 ou 7 000 ans, parce que notre aïeul, à l'époque, il a pris un burin et il a cru utile de creuser la roche, ce qu'on appelle les glyphes, et de ce fait qui existe jusqu'à ce jour. Très bien. Vous, en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous pouvez dire sur, on va dire, les jeunes artistes de nos jours? J'imagine que vous sillonnez absolument. Un petit peu. Je connais un peu, le paysage artistique algérien. Tout à fait. Le terme artiste est un peu trop fort pour moi. Je volue, je s'accorde à vous l'accorder. Je nage, je rame, je sue, je transpire, etc. Et il y a bien sûr une relève, magnifique à travers toute l'Algérie. On est invité comme ça à Tlemcen, Oran, tout ça. Et puis, il y a effectivement un bouillonnement, artistique. Il y a des jeunes qui arrivent sur la scène artistique. La qualité de ce qui se présente n'est pas toujours très élevée, mais n'empêche, il y a une production nationale qui est intéressante. Il y a du bon et du moins bon. Et j'invite tout simplement les jeunes à persévérer dans leurs efforts, parce que il ne faut pas croire qu'à 25 ans, on a découvert la Lune. Il y a des jeunes, effectivement, qui sont un peu pressés d'arriver. C'est peut-être un peu la caractéristique de la jeunesse. C'est normal, c'est normal. On dit bien que... Si jeunesse savait, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, et qu'à 25 ans, on veut changer le monde. C'est normal. Mais qu'ensuite, à 40 ans, il sera difficile ensuite de changer sa bedaine, de perdre un peu de vent. Bien sûr, à 25 ans, et c'est normal, on veut bouffer le monde à 25 ans, c'est normal, il y a un bouillonnement, il y a une envie, une passion de vivre, une fougue caractéristique de la jeunesse, mais, et c'est ce que je dis souvent à des jeunes qui viennent me voir, qui viennent visiter un peu l'atelier, le seul créneau qui est rentable, la seule valeur rentable, c'est le travail. La persévérance dans le travail, dans l'effort. C'est à ce titre, uniquement grâce au travail qu'on peut effectivement... Il n'y a que ça qui paye. Ah oui, le travail sérieux, le travail honnête. Quand on s'engage dans la peinture, il faut s'engager d'abord vis-à-vis de soi-même, de façon extrêmement honnête, savoir ce que l'on veut, être correct avec sa passion, être correct avec ses envies, avec ses désirs, et aussi vis-à-vis de l'environnement général. C'est-à-dire qu'on ne vient pas à l'art comme ça, il faut quand même une petite vocation au départ, il faut une passion pour que l'on puisse s'y adonner de façon totale, de façon honnête, sans préjugés, sans vouloir arriver trop vite. Il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui pensent que faire un tableau, c'est gagner de l'argent. Non, le but, c'est pas de gagner de l'argent. Ce n'est absolument pas le but. Voilà, ça viendra après. Mais au début, il faut travailler sérieusement, etc.
l'arrivée matérielle viendra bien après, quand le public aura décelé dans l'œuvre de cet artiste quelque chose d'intéressant. Monsieur Guetta, vous disiez passion et pas don, parce que très souvent on confond, on se dit... Non. En fait, il faut être doué, il faut avoir un don, mais en fait, c'est pas ça. Je ne crois pas tellement au don, non, je ne crois pas. C'est le travail. Le talent ne s'acquiert que par l'exercice sérieux, continuel du travail. Il y a bien sûr des fois des aptitudes pour le dessin, mais ces aptitudes ne valent rien si elles ne sont pas entretenues. On peut avoir des aptitudes pour les mathématiques, pour la physique, pour le dessin, pour la peinture, mais si ces aptitudes ne sont pas, si ces potentialités ne sont pas mises en valeur, ça ne sert absolument à rien. Voilà. Et comme on dit, quand on a un savoir-faire, ensuite, il faut le faire savoir. Voilà. La difficulté, en fait, est là. Oui, mais il y a une chose aussi, c'est que le public sait quand même faire la différence entre le bon grain et l'ivré. Voilà. Effectivement, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vrai que l'œil est assez... Le seul juge. Il y a bien sûr de l'œil du critique d'art, tout ça, mais moi je préfère m'adosser à la vision, à la notation entre guillemets du public. L'œil du public ne trompe jamais, voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci, bonne continuation. Donc, on rappelle, l'exposition se finit aujourd'hui. Inch'Allah. Très bien. C'est le dernier jour aujourd'hui. Le dernier jour aujourd'hui. Donc, si vous êtes du côté de la galerie Zohar, vous pouvez encore aller apprécier les œuvres de Monsef Guetta. Merci beaucoup. Et on continue notre émission avec une chanson de Nora qui interprète la chanson du regretté martyr. Nous apprécions cette chanson, voilà, donc de Ali Maachi, interprétée par Nora, Gloire à nos martyrs. تتعرف برجال العهد والكلمة رزينة تفرح وتسعد وتعاود وترجع لينا يا ناس آمه حبي المفخر يا ناس آمه عزي الأكبر لو تسألوني نفرح ونبشر لو تسألوني
Voilà. Donc, c'était la regrettée Nora qui nous interprétait la chanson de Ali Maachi, Biladil Jazair, une très très belle chanson. On ne se lasse pas de l'écouter. Et m'a rejoint sur le plateau Sami Zeriab. Bonjour Sami Zeriab. Bonjour madame. Merci bonjour d'être là. C'est moi qui dois vous remercier pour l'invitation. Bonjour à tous les téléspectateurs de Bonjour l'Algérie. Un plaisir d'être présent et partager ces moments de matinée avec nos téléspectateurs. Ah, tout le plaisir est pour nous. Et à vos côtés, Abdelmajid Boumaza, donc qui a accordé son instrument. Oui, bonjour. Je dirais bonjour à toutes ceux qui nous écoutent à cette journée-là. Merci pour l'invitation. Merci à vous. C'est une journée très spéciale, donc la journée du 8 juin, donc la journée nationale de l'artiste. Nous sommes très heureux donc déjà d'avoir partagé pendant 1h30 pour célébrer, pour revenir sur tous ces artistes qui nous ont quittés et les artistes que nous avons encore aujourd'hui et nous avons le plaisir de recevoir. Merci. Voilà. Eh ben, oui, c'est une journée du 8 juin, là. Inch'Allah, la continuité, Inch'Allah, à nos jeunes talents et à nos artistes, que ce soit musiciens ou artistes peintres ou ceux qui font du théâtre, tout ce qui est artistique. Monsieur Boumaza, donc vous êtes là en compagnie de Sami Zeriab, vous avez un événement donc qui s'appelle l'Istimrariya. C'est bien cela, c'est la continuité, c'est bien cela. Et la décision est venue de chez moi parce que là, on a décidé de faire un travail ensemble. C'est un de mes élèves qui a été dans une des associations des Beaux-Arts d'Alger et qui a été formé dans la musique andalouse et qui, dans cette musique-là, il a pu être, donc étant chanteur, un jeune talent qui a fait pas mal de carrière, que ce soit dans la musique andalouse ou dans la variété algérienne. Et on a décidé que cette journée-là, ne pas rater, la journée de l'artiste qui va être ce soir sur la salle Ibn Zeydoun à partir de 19h, que j'invite tout le monde d'y être parmi nous et qu'on va donner ce concert-là et que ça va être un travail, disons, de la musique andalouse à la chanson algérienne et ainsi que Sami Zeriab qui va nous interpréter son album. Très bien. Donc Sami Zeriab, ça sera le maître. Le maître et son élève, voilà. C'est ça? Donc je vais me retrouver pour la première fois sur scène devant le maître, accompagné par un orchestre professionnel. On aura au premier lieu, on aura un naqlab, un shol, les تعلمته عند الشيخ pendant, c'est-à-dire ma formation, ça sera un naqlab, et puis la première partie sera au prof, il va interpréter aussi un de ses répertoires, et pour la deuxième partie, ça sera Sami Zeriab avec un programme haouzé, et le deuxième, ça sera de l'algérois, un peu de rfif, de la variété, voilà, un peu de goubahim, de la salsa. Très bien. Voilà. Très bien. On peut écouter déjà un petit peu, on va avoir un avant-goût. Ça va être une avant-première pour nous. On a l'instrument qui est, je viens de l'accorder, je ne sais pas si il a pu tenir le coup, mais on va voir. C'est ça? Voilà. شبيه ضيالينا يا شبيه ضيالينا حين يدون مع الفلك قل لي يا الحد الغزال أداني انت أملك قل لي يا لحظ الغزال أداني انت أو مالك.
Voilà, c'était un petit extrait d'un rôle dans la musique andalouse. C'est magnifique. Voilà, donc on a un petit aperçu de ce soir. Voilà. Donc vous avez déjà été ensemble sur scène ou c'est une première? C'est une première. C'est une première, justement. Et surtout que dans la scène, on voit qu'apparemment la musique andalouse, il y en a que des associations ou certains chanteurs qui interprètent la musique andalouse ou du Hawzi. Apparemment, j'ai décidé de faire ça parce que je pense que c'est le seul spectacle qu'on a décidé à faire ensemble, un travail qui va être un élève et son professeur que j'ai pas vu avec d'autres. Je suppose qu'Inch'Allah, ça va donner quelque chose et que j'invite tout le monde à y assister. Effectivement. Donc j'imagine que oui, déjà l'idée est magnifique, hein, magnifique de mettre comme ça, de vous mettre ensemble. Ensemble sur scène et montrer aussi aux autres que, c'est-à-dire pour l'élève, c'est pas uniquement sa relation avec son maître, c'est pas uniquement la formation. Ils peuvent se produire, ils peuvent enfin travailler ensemble. Donc, pour juste montrer cette continuité, cette collaboration aussi, c'est-à-dire pas uniquement je demande à mon maître juste quelques conseils et tout, mais c'est-à-dire on peut se retrouver sur scène, un travail, un duo. Donc sortir du cadre de la formation, voilà, élève enseignant de l'école. Exactement. Oui, c'est ce qui est bien. D'ailleurs, il n'y a pas que Sami Zeriab qui est actuellement, masha'Allah, Ali Fennan, Marouf, Saha Finiya. Il y a Kamal Aziz qui a été formé dans notre association, qui était mon élève. Et il y a Manal Gharbi qui a été chez moi et d'autres, Zinou Kandour, un musicien. Il y a des pianistes parce que moi, je suis pianiste. Je suis un polyvalent dans les instruments traditionnels et j'ai formé pas mal de musiciens. Et à l'époque, c'était au niveau de l'association qu'on a participé à pas mal de concerts, des échanges culturels, des participations. Et cette fois-ci, j'ai décidé de revenir à la scène là et de choisir un thème et qui est vraiment très rare, que les gens ne le font pas. J'ai décidé de voir avec un de mes élèves qui a fait une carrière, qui a été à la hauteur, qui, masha'Allah, a fait de la variété grâce à la musique andalouse et que d'autres aussi. Et Inch'Allah, ça va plaire. Et c'est là le but de revoir un des artistes qui est connu. Et moi, j'étais dans la formation et ma famille me disent oui, vous avez formé, vous avez donné quelque chose, mais on voudrait bien voir qu'est-ce que vous avez formé. Voilà. C'était l'occasion. Et puis on a choisi cette date, le 8 juin, qui a un rapport avec l'artiste et l'art. Et puis c'est la journée nationale de l'artiste. On voulait partager cette journée, cette soirée avec nos fans, nos amis, avec les. Voilà. Donc espérons qu'ils vont nous rejoindre. J'espère qu'ils vont être nombreux et nombreuses. Je suis certaine qu'ils seront nombreux. Vous savez, c'est ce que je disais dernièrement. J'avais reçu un chanteur aussi, et je disais que l'andalou, c'est pas qu'il est remis au goût du jour, il a toujours été présent. Mais ce qu'il y a, je trouve que quand même ces dernières années, il y a un retour. J'ai l'impression que les jeunes apprécient beaucoup plus. Surtout cela, oui, c'est très important parce que là, comme ils l'andalou, c'est andou naso. Voilà, il y a un public assez important dans la musique andalouse. Vous savez que c'est un peu large. C'est dit que certains qui disent que, par exemple, ah ouais, la nouba qui disent Msaddar et ainsi de suite. C'est un peu trop long, trop loin, dormant et tout. Alors que c'est grâce à cette nouba-là qu'un artiste comme Sami Zeriab qui est devenu quelque chose et qui a élargi son répertoire. Oui, tout à fait d'accord. Justement, on parlait hier important. De ça dans un passage à la radio. On parlait de cette maîtrise de musique andalouse. Ce qu'il y a derrière cette maîtrise, il n'y a pas uniquement le chant, il n'y a pas uniquement ce qu'il y a derrière. Il faut voir cette maîtrise, cette patience, cette rigueur. C'est toute une éducation aussi artistique derrière ça et je vois qu'elle joue vraiment un rôle très important, que ce soit dans la psychologie de l'artiste-interprète, dans sa personnalité, dans sa présence aussi. Et puis, je trouve que c'est un travail vraiment énorme. On ne voit pas uniquement le plaisir auditif. On voit ce qui était formé à l'intérieur de l'artiste.
C'est bien ça. Pour qu'un jour, il soit la relève et le chanteur de demain. Et c'est très important. Pensant à la relève. Tout à fait. Et la relève est là, je pense, monsieur Boumaza. En parlant d'une journée de 8 juin, s'il n'y a pas de relève, au moins, il a donné quelque chose durant sa carrière. Et maintenant, on souhaiterait, avec tout ce qui est dans la musique andalouse, vous savez, maintenant, alhamdoulilah, il y a tous les moyens qu'il faut par rapport à ce qu'on avait avant. Effectivement, c'est tout ça. Comme on dit, la technologie qui porte de l'aide aussi pour sauvegarder surtout ce patrimoine et le survaloriser si vous voulez et le mettre toujours au premier en avant. En fait, vraiment, vous êtes mis en avant, vous êtes encore plus visible qu'autrefois. Et en fait, c'est ça qui fait, comme je vous dis, qu'il y a réellement un regain d'intérêt pour cette musique, on l'apprécie. C'est pour ça que je vous ai dit, je suis sûre que ce soir vous ferez salle comble, vous allez en être certains. Ils seront nombreux et nombreuses. On les invite ce soir à 19h à Salim Ben Zaidoun. Et que ça va être un spectacle que pour nous c'est une découverte à ce public-là. Qu'est-ce qu'il a donné l'élève, qu'est-ce qu'il a donné le maître durant sa carrière. Et c'est important parce que vu actuellement la musique andalouse ou la musique algérienne ou comme on dit la variété algérienne, elle a été modernisée un petit peu. Kindero un naqlab qui a été modernisé, qui a fait une harmonie, qui a fait un truc qui est très important. Et ça, par rapport à avant, on dit que, alhamdoulilah, la jeunesse de maintenant, nos artistes maintenant ont donné quelque chose. Et nous avons de jeunes talents qui ont fait une bonne carrière. Très bien. Voilà, c'est ça ce qui est important pour nous et pour nos artistes. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, on rappelle donc la date et le lieu. Donc c'est ça pour ce soir. C'est pour ce soir au niveau de Riyad El Fath, la salle Ibn Zaidoun. Donc le spectacle commencera à 19h. Donc soyez présents à l'avance, vers 18h à peu près, les portes vont être ouvertes à 18h. Allez-y en avance. Voilà, on avance bien. Donc le spectacle commencera à 19h, à peu près 2 heures de temps. À peu près, 2 heures de temps. On va partager la scène, 1 heure de temps, pour faire plaisir. Quand le maître et l'élève se rencontrent sur scène. Magnifique. En tout cas, on rappelle, c'est le 8 juin, donc c'est la journée nationale de l'artiste. On souhaite longue vie à tous nos artistes. Inch'Allah, beaucoup de continuité. Je peux vous demander, on peut finir l'émission avec un petit morceau? Oui, bien sûr. Voilà. J'espère qu'il. Quant à moi, je vous dis, on arrive à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir. Et je vous quitte en musique. Je vous laisse apprécier. Au revoir. طرت يا نار قادي ما فادتني في مسألة سوى النفار والبيعاد. Voilà, c'était un extrait de la... Merci à vous aussi. C'était un club, l'Araq. Bon, désolé, l'instrument, quand on n'a pas bien l'accordé. Pas de problème. Voilà. On a apprécié quand même, je vous l'assure. C'était comme ça. Voilà. Très bien. Alors, on dit au revoir. Au revoir. Merci.